Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je me présente, Colline Déret-Favre. Donc je suis chargée de mission emploi IAE au siège de la fédération, et donc je vais co-animer cet atelier avec ma collègue Sophie Lechat, qui est également chargée de mission emploi IAE, qui interviendra juste après. Donc pour poursuivre effectivement donc la question de la participation au sein des SIAE. Il y a cette particularité des SIAE d'être des structures employeurs. Donc, quand on parle de participation, évidemment, on pense au cadre légal, au code du travail, avec les instances de représentation qui existent dans les entreprises, dans les structures employeuses, mais avec aussi, du coup, cette spécificité des SIAE, et notamment si on parle de favoriser de la participation des personnes accompagnées, donc là, pour le coup, des salariés en contrat d'insertion. On sait, et vous le savez, je pense, voilà, professionnels du secteur que vous êtes, que c'est souvent complexe par rapport au turnover important, aux durées des contrats, du coup, qui ne correspondent pas forcément au cadre légal d'éligibilité dans les instances, dans les IRP, notamment le CSE. Mais du coup, il y a d'autres modes aussi de participation. Donc, dans ce cadre légal, il y a eu des initiatives. Il y a une expérimentation de ISCT, donc instance de santé, conditions de travail, notamment lancée par la Convention collective des chantiers d'insertion, qui a été expérimentée et qui continue, mais avec aussi, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, des constats effectivement de complexité de participation. Il y a aussi, et donc tout récemment, et on y reviendra peut-être un peu plus tard, dans le cadre de la loi inclusion qui a été votée en décembre 2020, il y a une expérimentation qui est mise en place, qui vise du coup à créer des commissions insertion au sein des CSE. Donc, c'est tout nouveau, c'est expérimental, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, mais l'objectif est bien de favoriser justement la participation des salariés en CDDI et CDDU dans les SIAE, notamment pour vraiment questionner les conditions de travail, mais notamment les parcours d'insertion proposés par les structures. Et à côté, parallèlement ce cadre légal, il y a évidemment différentes pratiques, expériences d'instances collectives, de dialogue, de participation qui peuvent exister. Il y a notamment dans ce qu'on appelle donc la démarche qualité de vie au travail, des espaces de dialogue ou espaces de discussion qui peuvent être mis en place. Et sinon, de toute façon, à l'initiative de SIAE, différents types voilà, d'espaces collectifs pour favoriser la participation, le dialogue de l'ensemble des salariés des structures. Donc, c'est tout l'objet de notre atelier ce matin, c'est de pouvoir justement, en partant des pratiques, voilà, l'idée c'est qu'on soit vraiment à partir des pratiques de nos adhérents ou autres, en tout cas SIAE partenaires du réseau, de pouvoir voir voilà, ce qui se fait. Donc, on vous présentera, donc on remercie des différents intervenants qui vont pouvoir voilà, présenter un petit peu ce qu'ils ont pu mettre en place dans leur structure. Et les questions voilà, à se poser, c'est pourquoi, comment, ce qui fonctionne moins bien. Et l'objectif de l'atelier, c'est qu'à partir de ces pratiques inspirantes, ça puisse voilà, enclencher. Nous, on est vraiment dans un enjeu de déploiement, de favoriser la participation du coup de l'ensemble des salariés, des personnes au sein des SIAE. Donc, comment on va procéder, le déroulé? Donc, on a 4 structures du coup, qui interviennent, et notamment la première, Entraide et Solidarité. Donc, Sébastien et Sylvain devront, eux, par contre, nous quitter vers 11h45. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va démarrer par leur intervention, à peu près 10 minutes, et puis on prendra après, justement, on prendra le temps d'échanger avec vous. Donc, comme le précisait Adrien, ça peut être par le chat ou à l'issue de l'intervention en levant la main. Voilà, comme ça, ils pourront se libérer pour leurs obligations. Et après, on continuera du coup avec la présentation de 3 autres intervenants à la suite. Et c'est à la fin de ces interventions qu'on prendra un temps conséquent. L'idée, c'est qu'on privilégie les échanges pour pouvoir voilà, rebondir, poser des questions, intervenir. Comme disait Adrien, si vous avez aussi vous-même des expériences à partager, voilà, c'est tout à fait ouvert. En tout cas, c'est bien l'objectif qu'on puisse échanger. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à ma collègue Sophie. Ton micro est coupé, Sophie. Oui, comme souvent, pardon, bonjour à toutes et à tous. Donc, Sophie Lechat, chargée de mission emploi également. Je vais me permettre, avant de vous laisser la parole, de vous présenter très rapidement. Donc, nous allons commencer par
Sylvain Badonnel et Sébastien Lamant, qui sont directeurs et directeurs adjoints de l'association Entraide et Solidarité, qui est basée à Tours et qui mène plusieurs activités en matière notamment d'hébergement, de santé ou d'insertion par l'activité économique. Ensuite, nous aurons le témoignage de Luc Chambol et Maud Reynard, qui sont directeurs et conseillères en insertion professionnelle chez Medialis, qui est un atelier et chantier d'insertion qui effectue des missions d'accueil, d'information et de médiation auprès des usagers des transports de Lyon. Damien Brunel également, par la suite, directeur de Hub Ventoux, association qui œuvre dans les domaines de la formation, l'insertion par l'activité économique, qui est basée à Carpentras. Et enfin, Cécile Ménager, directrice de l'ACI Pleine de Vie, qui est à Ézanville dans l'Île-de-France et dont les activités concernent le maraîchage biologique et l'entretien des espaces verts. Je vais donc tout d'abord donner la parole à Sylvain et Sébastien en vous demandant effectivement de nous présenter les éléments que vous avez pu mettre en œuvre autour des espaces de participation et à quelle fin, de nous présenter effectivement un peu plus précisément l'organisation que vous avez pu envisager, ce que ça a apporté à votre structure et puis peut-être les leviers, les blocages que vous avez pu identifier et de partager avec nous évidemment les bonnes pratiques. Merci. Juste, je rappelle quelques éléments de contexte et historique. Donc, Entraide et Solidarité a plus de 70 ans aujourd'hui. Elle repose sur 4 piliers principaux, que sont l'hébergement social, le pôle social et médical, donc l'urgence à la rue, l'insertion par l'activité économique et plus récemment un pôle formation. C'est relativement important parce qu'en définitive, nous sommes chantier d'insertion, mais nous sommes sur une convention collective qui est celle des CHRS. Ce qui explique aussi une partie de fonctionnement antérieure que va vous présenter Sébastien. Donc l'association, en gros, c'est les 254 équivalents temps plein, y compris donc les personnes en insertion. Donc c'est une boutique relativement importante. Et sur la partie insertion par l'activité économique, c'est en tout 120 postes, pour vous donner un peu l'ordre de grandeur de la structure. Okay. Alors moi, je vais juste faire un tout petit rappel historique avant d'aller dans le concret. Donc c'est le conseil d'administration qui a souhaité un peu dans la ligne de la loi 2002 à l'époque sur l'hébergement de travailler sur l'expression et la participation des salariés du coup sur les chantiers. Et donc pour ce faire, on a eu une formation je crois 2 jours sur cette thématique, avec l'objectif de pouvoir mettre en œuvre ces réunions qu'on appelait et qu'on appelle encore des réunions d'expression sur les chantiers. Alors, sur la forme, on a, nous, 6 secteurs d'activité et on a à peu près une réunion tous les 2 mois, voire par trimestre parfois, et dans le contexte actuel, c'était plutôt par trimestre, où les salariés peuvent aborder les sujets qu'ils souhaitent. On a une modalité de fonctionnement où les encadrants sont pas présents au départ, les salariés s'expriment plutôt en présence du chargé d'insertion, définissent un peu les sujets lors du jour au début, et puis ensuite c'est abordé en réunion avec l'idée de rechercher des solutions, parce que dans l'esprit, l'expression ne suffit pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on soit dans une recherche collective de solutions aux problèmes qui sont soulevés, quoi. Peut-être on peut donner quelques exemples. Je te laisse peut-être, Sylvain, si tu veux. Ouais, pour redire, pour être bien clair, lorsqu'on se réunit, il y a un temps de préparation qui est fait hors encadrement. Ça, c'est un peu à l'expérience, parce qu'en définitive, les questions qui grattent un peu, c'est souvent dans le quotidien et c'est souvent lié à l'encadrement. Donc, notre fonctionnement aujourd'hui, qui est simplement pragmatique, c'est que l'un de nous deux et un CIP prépare le terrain, ce qui permet une expression un peu plus libre des salariés en transition, qui peuvent nous confier éventuellement un questionnement indirect sans avoir l'impression qu'ils pourraient se mettre en danger par un jeu comment dire, de retour de bâton par rapport à l'encadrement. Donc, on neutralise une partie des questions éventuellement en faisant un questionnement global. Donc ça, généralement, ça se passe sur les 15-20 premières minutes de la réunion. Ensuite, l'encadrement vient. Là, il y a un échange et on peut essayer de mettre en place des solutions. L'idée étant d'une réunion sur l'autre, de vérifier que les points qui avaient été soulevés ont été, sinon résolus, tout au moins abordés dans l'intervalle. Alors, on peut vous donner quelques exemples de ce qu'on a pu réaliser cette dernière année, par exemple, en plus avec le Covid. Par exemple, sur les espaces verts,
en réunion d'expression, il y avait le constat que le matin, au départ, généralement, il y a 4 équipes qui partent le matin, donc il y a 4 véhicules à charger, on perdait un peu de temps. Et on a fini par aboutir à des solutions co-construites avec l'encadrement et les salariés en disant, ben, ça serait bien, par exemple, d'avoir un marquage au sol, parce que nous, on a des zones, si vous voulez, d'intervention à l'intérieur qui sont protégées, le site est fermé. Ils ont réalisé donc ils ont dit, ça serait bien d'avoir un marquage au sol pour attribuer des places fixes aux véhicules et qu'on ne soit pas d'une fois sur l'autre, pas toujours au même endroit. Et ils ont suggéré qu'on se gare plutôt en marche arrière parce que c'est plus facile le matin d'atteler les véhicules et de partir directement. Et puis aussi, ils avaient entendu parler que dans certains parkings professionnels, on se garait plutôt dans le sens de la marche pour pouvoir évacuer les lieux en cas de problème. Donc ça, c'est des choses qui sont remontées à travers l'expression des salariés et qui n'avaient pas forcément été mises en valeur spontanément par l'encadrement. Alors ensuite, c'est organisé par l'encadrement. Alors je peux vous donner un deuxième exemple qui est tout bête, mais on a un secteur qui fait beaucoup de trajets, qui fait de la livraison, de la manutention, qui fait des tournées. Donc, les gens sont très souvent avec, parce que nos véhicules ne sont pas tous équipés d'un GPS, ils sont très souvent avec un smartphone en train de regarder une direction ou une adresse nouvelle, parce que ça peut être, on va chez un particulier, on ira une fois et on n'y retournera jamais. Et donc, ce qu'ils demandaient, c'était même pas avoir partout un GPS, mais c'était au moins d'avoir des supports qui soient suffisamment solides pour installer leur GPS et être plus, comment dire, tranquille pour les consulter en cas de besoin, sachant que généralement leurs téléphones sont à jour en termes comment dire, de cartographie, ce qui n'est pas toujours le cas de nos GPS. Donc voilà, donc du coup, on leur a acheté, ça vaut 5 ou 10 balles, des supports avant tout suffisamment costauds pour qu'ils puissent s'améliorer. Donc vous voyez, des choses vraiment du quotidien qui peuvent ressortir dans les rayons d'expression. Peut-être que tu vas citer quelques exemples. Oui, peut-être un exemple on a un secteur propreté également, où lors d'une réunion d'expression est apparue un peu la frustration des salariés, puisque quand ils travaillent, en fait, ils ont des horaires qui ne sont pas les horaires de la propreté pour favoriser leur accès au poste. On démarre plutôt à 8 heures sur ce secteur. La propreté, c'est plutôt 6 heures, voire 5 heures sur certains sites. Et du coup, il y a une certaine frustration parce que le travail qu'ils font, souvent, il est un peu sali par les personnes qui travaillent sur les sites, quoi. Donc ça, il y a une forme de frustration et un peu de mécontentement puisqu'ils ne voient pas leur travail tout à fait respecté, même si voilà, ils sont dans cette obligation de faire avec. Et donc, il y a un salarié qui avait travaillé déjà avec un outil, une petite autolaveuse qui sèche en même temps qu'elle peut laver. Et donc, on a étudié ensuite cet achat qu'on a fait et qu'on utilise maintenant sur un site, ce qui permet de résoudre ce problème-là. Et à la fois, ça résout un problème pour les salariés en transition chez nous, mais ça résout aussi le problème des salariés permanents qui ne sont pas très heureux non plus de salir le travail de leurs collègues par la même occasion, quoi. Donc voilà un autre exemple là de co-construction, de solutions face à des problèmes concrets sur le terrain. Je ne sais pas si vous voulez passer au questionnement ou si on prolonge un peu. Alors, on peut peut-être ajouter que là, on a beaucoup parlé de questionnement pratique, c'est ce qui revient le plus souvent dans l'expression. Notre sentiment aujourd'hui, c'est que les salariés, en s'exprimant, trouvent un peu plus leur place et voient un peu plus l'utilité de leur action au quotidien. Et ça, je pense que c'est une condition aussi à leur entre guillemets, intégration dans le cadre du chantier, mais nous, on a la particularité d'avoir une partie de nos prestations destinées à nous-mêmes. C'est-à-dire que notre secteur propreté nettoie des endroits où on héberge des personnes, etc. Et cette complémentarité, la capacité de s'exprimer, ça dénoue, parfois même en préventif, des questionnements ou des problèmes qui peuvent se lier et qu'on pourrait laisser filer en laissant des insatisfactions durer extrêmement longtemps. Donc ça, l'avantage, c'est que tous les 3 mois, on peut s'exprimer, alors on peut s'exprimer à d'autres moments, mais au moins c'est ritualisé et ça permet d'avoir une expression qui évite de laisser filer des problèmes trop longtemps. Ça au moins se mérite là. Et on a vu aussi remonter en expression des salariés des questionnements sur, par exemple, certains salariés nous ont parlé un peu de chiffres. Ils entendaient parler de devis, de résultats, etc. Un secteur allait un peu moins bien ou un autre allait pas trop mal. Et certains se sont intéressés à ça. Ils nous ont demandé d'avoir des éléments chiffrés. Quel chiffre d'affaires, combien de devis on a fait, voilà.
C'est-à-dire qu'ils sortent, donc à la fois ils trouvent une place un peu plus, comment dire, consciente dans la production globale de ce qu'on peut faire, et en même temps ils s'intéressent derrière à ce que ça représente. Enfin, certains d'entre eux en tout cas peuvent l'exprimer, ce que ça représente, qu'est-ce que c'est qu'un budget, comment ils se situent, est-ce qu'ils ont atteint les objectifs. Et ça participe d'une meilleure entente, ça lisse les difficultés et ça les rend plus intégrés, me semble-t-il, le mot, je mets le terme entre guillemets, mais plus intégrés à la production globale des chantiers. Et juste pour peut-être sur l'évolution, pour compléter, je pense qu'on est passé d'une situation où on faisait exprimer des difficultés et puis on essayait, l'encadrement, la direction, de trouver des solutions et d'y apporter des réponses, à une situation aujourd'hui où on est vraiment plus dans l'idée que les solutions, et beaucoup de solutions, peuvent émaner de travail de l'équipe et de groupe, et qu'on essaie de les travailler via des animations de groupe, avec justement une construction de solutions, et des propositions concrètes de solutions possibles à ces problèmes, et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Donc ça me paraît particulièrement important, parce que une décision, quand elle est prise de manière commune, elle est beaucoup plus forte que quand elle est délivrée, pardon, d'en haut, quoi. Et puis alors sur peut-être les écueils, pour finir un peu, qu'on observe, et les difficultés qu'on peut avoir, on se heurte à des difficultés sur l'expression des personnes qui maîtrisent mal la langue française. Ça, on n'a pas vraiment de solution miracle, on essaie de faire des plus petits groupes, voilà, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parfois. Alors, tout dépend de la proportion qu'il y a sur les équipes, mais ça peut être difficile. Et puis peut-être, oui, on n'a pas résolu le fait qu'il y a quand même la direction, qu'il y a un CIP, donc que c'est peut-être plus compliqué de parler de choses qui relèvent de l'accompagnement. Voilà, on n'a pas résolu tous les problèmes, quoi. Il y a encore des… Aujourd'hui, notre fonctionnement répond à ce qui nous semble le plus pragmatique et le plus efficace. La présence d'un de nous deux est quasiment systématique sur les groupes d'expression, et un CIP également. C'est pas parfait, mais c'est aujourd'hui la moins mauvaise solution par rapport à l'expression. Effectivement, on a une partie importante de public qui a des difficultés avec la langue française. Cela étant, dans certains cas, on a des groupes, par exemple, avant que nous nous réunissions. Donc, en gros, on a deux phases. Une phase où les gens s'expriment sans l'encadrement, et une phase où on essaye de répondre concrètement, ou en tout cas de projeter ce qu'on pourrait répondre. Certains groupes, en amont de cette première phase, se réunissent entre eux, et il y a parfois déjà un porte-parole qui lui s'exprime mieux, qui reprend les revendications ou les idées de deux, trois autres personnes qui, elles, ont spontanément moins de facilité à s'exprimer. Donc, on voit aussi des solidarités qui se mettent en place par rapport à ça. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me permets, donc je vois qu'il y a une première question, savoir combien de salariés en transition sur chaque groupe d'expression. Et est-ce que justement c'est important, enfin, voilà, est-ce que avec votre expérience, j'imagine qu'il y a sûrement un nombre… Aujourd'hui, c'est ouvert à tous les présents le jour de l'expression. Alors, par exemple, nous, on a beaucoup, dans la plupart des secteurs, on bosse sur 4 jours, mais les gens font 3 jours. Donc, ils font 24 heures. Donc, soit ils travaillent lundi, mardi, mercredi, soit ils travaillent lundi, mardi, jeudi, etc. On essaye de bouger un peu la date de la réunion d'expression, parce que si on la faisait, par exemple, tous les jeudis, ça veut dire que ceux qui ne bossent pas le jeudi ne seraient jamais là. Donc, ça veut dire que tous les présents au jour de la réunion d'expression viennent en réunion. Sur un chantier moyen autour d'une quinzaine de personnes, ça veut dire qu'il y a 10-12 personnes qui sont présentes. Et la fois d'après, ça sera toujours 10-12, mais plus forcément exactement les mêmes. Mais voilà, en gros, les groupes, c'est autour de 10-12 personnes, avec donc au départ quelqu'un de la direction et un CIP, et ensuite l'encadrement qui vient. Et les encadrements, c'est généralement autour de 2-3 personnes. Alors, une autre question, savoir quels sont les principaux sujets qui remontent lors de ces réunions. Est-ce qu'il y a une récurrence?
ça dépend un peu des secteurs, hein, parce que la nature des travaux est quand même assez différente. C'est souvent des choses pratiques. Ouais. C'est souvent des choses pratiques, c'est-à-dire, moi, sur la dernière à laquelle j'ai participé, nous, on travaille par exemple sur de la jussie, vous savez, des plantes envahissantes dans les rivières, on nous demande de les arracher, en particulier dans des endroits où il y a des frayères pour que les poissons puissent se reproduire plus facilement. C'est un travail qui est assez pénible, et c'est des choses qu'on a faites au départ de façon un peu anecdotique, puis on en fait de plus en plus. Donc, on avait acheté ce qu'on appelle des waters, c'est-à-dire des grandes bottes caoutchouc, alors qu'on désinfecte entre deux intervenants, mais une des revendications, c'est de dire, comme on en fait de plus en plus, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une paire de waters par personne attribuée définitivement? Mais c'est des choses vraiment qui sont extrêmement pratiques, quoi. Ça peut être les repas aussi. Ça peut être les conditions de repas. La pause méridienne sur les espaces verts qui est parfois complexe parce qu'il n'y a pas forcément toujours des endroits pour se restaurer sur les chantiers. Donc, on a dû adapter sur un de nos sites les horaires de restauration pour qu'ils puissent s'intégrer. Donc, c'est des exemples comme ça. Alors, ça peut aller jusqu'à des suggestions parfois de clients. Il y a parfois des gens qui s'expriment en disant est-ce qu'on ne pourrait pas aller démarcher tel ou tel type de client? Alors, avec les restrictions, par exemple, sur les particuliers pour les chantiers d'insertion. Vraiment, on est beaucoup sur des choses pratiques. Alors, quand il y a des tensions, et c'est arrivé, mais je trouve qu'il y en a de moins en moins, ça peut être des revendications directes par rapport à un encadrant qui se serait, entre guillemets, ou dont le comportement aurait paru, comment dire, inadapté aux personnes en transition. Ça peut aller jusque-là, d'où la volonté à un moment donné d'avoir un temps neutre où l'encadrement n'est pas là, pour que ça puisse, comment dire, pour que le questionnement puisse se réaliser dans un souci d'améliorer les choses et non pas de pointer un dysfonctionnement individuel. Je pense en bâtiment, par exemple, ça peut être les conditions de nettoyage du matériel à l'issue du chantier ou la condition de propreté du chantier en cours de prestation pour réaliser les choses correctement, quoi. Et du coup, ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça produit de la méthode pour les chantiers suivants, quoi. Voilà, par exemple. C'est vrai, comme vous disiez, hein, c'est pas tant l'expression pour l'expression, mais vraiment voilà, la recherche de solutions. Donc, on est vraiment dans de la préoccupation ressentie au quotidien du poste de travail et pour vraiment améliorer les conditions finalement d'exercice du travail. Alors, il y avait d'autres questions sur la fréquence. Je me permets, il me semble que c'est tous les 2 mois, mais vous disiez qu'avec la période crise, là, ça avait tendance à être peut-être plus trimestriel. Et une autre question, donc c'est est-ce que ces rencontres remplacent du coup un ISCT, donc instance de santé, conditions de travail, donc là qui est propre la branche ACI? Non. Alors, il peut y avoir des questions de ce type-là qui remontent, mais ça ne remplace pas du tout. Alors peut-être, du coup, alors je me permets, hein, c'est Viviane, il me semble, qui pose la question. Peut-être qu'il y aurait un partage d'expérience sur ce sujet. Viviane, est-ce que vous souhaitez vous exprimer? Si j'ai bien compris, Viviane, il y aurait l'idée qu'elle puisse prendre la parole, c'est ça? Eva, si elle souhaite, je me permets. C'est à nous d'ouvrir. Est-ce que là, c'est bon? Oui. Oui, très bien. Ça marche. On vous écoute. Donc, je n'ai pas dû activer ma caméra non plus, c'est ça? C'est pour ça que je me vois pas. Non, on n'utilise pas la caméra pour les personnes qui sont dans la salle. Très bien. Donc, on garde à l'image que les intervenants. Oui, je suis arrivée en cours de route. Je n'ai pas pu arriver pile poil à 11h15, donc vous avez peut-être déjà répondu à cette question. Ce que j'ai entendu de ce que vous disiez, pour moi, c'est ce qu'on vit dans la structure dont je suis présidente, qui est un chantier d'insertion donc sur le Choletais, qui est une région du Maine-et-Loire. Et ce chantier d'insertion, en fait, a comme activité support l'entretien des espaces naturels. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être une partie de l'activité support qui est commune. Et en fait, nous, on
on avait mis en place un ISCT de par la convention des ACI et on l'a conservé malgré des élections qui ont été faites au CSE. Enfin, il est intégré maintenant au CSE, donc, mais on a conservé le nom ISCT en fait. Et les thèmes que vous abordez, finalement, j'ai l'impression qu'on les aborde nous aussi au sein de cet ISCT, dont la période est, c'est pas tous les 2 mois, je dirais plutôt tous les 3 mois en fait. Si je dois répondre, ces thèmes sont sans doute, peuvent être communs avec l'ISCT, mais par exemple, le marquage au sol pour l'organisation du chantier et pouvoir plus facilement attacher une remorque, je ne suis pas sûr que ça soit un thème qui soit forcément abordé d'un point de vue pragmatique à ce niveau-là. La dernière fois, enfin le dernier entretien que c'était cette semaine, en début de semaine, sur une réunion d'expression, il y avait un salarié qui revenait d'un essai en entreprise. Et lui, un de ses questionnements, c'était de dire, là où j'étais, alors je lui dis ça de tête, hein, le café à la machine, il valait 20 centimes, et chez nous, il vaut 30. Pourquoi est-ce qu'il vaut 30 chez nous? Est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre à 20 centimes? Vous voyez, c'est des choses qui sont très, très pragmatiques. Et qui, effectivement, ne relèvent pas de l'ISCT dans ce cadre-là. Oui. Voilà, donc, alors je pense qu'il y a des choses, effectivement, qui sont communes. Un certain nombre de difficultés peuvent passer chez nous par le CSE. Et même parfois dans ces réunions d'expression, je suppose que certains, parce que certains de nos encadrants sont membres du CSE, et donc certaines problématiques qui sont levées peuvent ensuite être remontées au niveau du CSE. D'ailleurs, c'était le cas quand on parlait des repas tout à l'heure pour les espaces verts. C'est une revendication qui est partie du terrain, qui est repassée par le CSE, et pour laquelle on a été à nouveau réinterrogé en disant qu'est-ce que vous mettez en place, en particulier en période automnale ou estivale, pour que les gens, parce qu'on avait une coupure de 30 minutes à midi, mais ça c'est dans le cadre de la précaution par rapport au Covid, on a fait une pause minimum et une pause tournante pour que les salles, quand on mange dans les salles, soient occupées par rotation. Donc quand les gens sont en espace vert et sur le terrain, s'ils sont à plus de 15 minutes d'un lieu de repli, c'est compliqué pour eux de revenir, de manger et de repartir. Ou alors ils perdent beaucoup de temps. Donc voilà, c'est des questions qui ont pu remonter. Mais il y a souvent un abord en rayon d'expression. Parfois, ça nécessite de repasser au CSE, mais parfois, ça se règle directement et ça évite d'aller jusque-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, échanges par rapport à cette présentation? Alors, est-ce que le cadre de ces réunions, forme de participation, est formalisé dans un écrit, un règlement qui définirait les règles et les objectifs de cette participation, de quoi les salariés peuvent parler, ce qu'on en fait, voilà, est-ce qu'il y a un cadre Alors, on a un cadre qui est un peu une charte de bonne pratique qui a été mis en œuvre, qui devrait d'ailleurs être retravaillé, parce que je pense que le terrain l'a fait évoluer considérablement. Mais voilà, il y a un cadre qui existe. Alors, les sujets ne sont pas absolument notés et restreints, il n'y a pas de limitation là-dessus, parce qu'on ne l'avait pas souhaité. Mais oui, il y a un cadre. Il y a un cadre qui est posé, puis il y a un principe qui est, chaque fin de réunion, il y a un compte-rendu qui est fait. Il est fait contradictoirement, ou en tout cas, au minimum par l'échange avec 2 personnes. C'est souvent le CIP qui s'y colle, parce que les CIP ne savent pas faire grand-chose d'autre. Et donc, on fait une relecture. Et puis ensuite, ce compte-rendu, il est affiché dans les secteurs pour que les gens puissent voir ce qui a été écrit. Et ça permet à la fois d'avant de dire, bah oui, ce sujet-là, il n'est plus d'actualité. Celui-là, il n'est pas complètement réglé, il faut peut-être qu'on le reprenne. Donc, il y a un suivi. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 comptes rendus dans l'année qui sont affichés, pour lesquels les gens peuvent aller consulter. Alors, encore une fois, c'est du mode écrit, hein, mais au moins, ça permet aux gens, y compris de le reprendre avec les encadrants pour dire qu'est-ce qui est écrit. Et puis, donc, il y a un suivi par rapport à ça. Donc, ça, c'est plutôt un principe d'avoir un compte-rendu synthétique. Les grandes décisions qui ont été prises, il faut qu'on améliore ça, ça et ça, ce qui permet de vérifier 3 mois plus tard si ça a été fait ou pas.
D'ailleurs, ça a été notre difficulté à la mise en œuvre, c'est-à-dire que le suivi était plutôt balbutiant et ça a été une des raisons pour lesquelles on a intégré directement la direction à ces réunions pour pas qu'il y ait de voie de transmission des sujets et que la direction s'en saisisse d'emblée. Voilà. Et je pense que c'est mieux maintenant. De fait, sur le traitement du suivi du sujet. Merci. Effectivement, ouais, c'est intéressant. Et je pense que ça répond aussi par rapport à un cadre plus formel comme l'ISCT ou CSE, voilà, il y a tout un cadre légal de compte rendu, de suivi et tout. Là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que non seulement il y a du socio-concret, mais comme vous dites, vraiment un suivi. Voilà, il y a quand même un cadre qui permet d'être vraiment dans la construction. Alors, il y avait une autre question sur la durée de ces réunions. Oui, c'est ça. 1 heure, 1 heure et demie maximum. Ça, j'imagine aussi que c'est conditionné au planning des uns des autres. Oui, mais c'est autour d'1 heure et quart, 1 heure et demie la moyenne. Ça dépasse rarement. Parfois, c'est un tout petit peu plus court parce que ce qui avait été évoqué a été réglé, puis du coup, il n'y a plus grand-chose à dire et que ça va bien. Donc là, on essaye d'être sur les choses, parce que dans la réunion d'expression, on ne pointe pas que ce qui va mal. On essaye aussi de faire ressortir des choses qui vont bien, des choses qui se sont améliorées, que les gens puissent exprimer ça. Et ça vient un peu plus spontanément aujourd'hui. C'est aussi des temps de valorisation de l'équipe aussi par les encadrants, par exemple de certains chantiers qui ont bien marché. Voilà, ce sont temps de retour positif. Et on commence toujours les réunions par le positif. C'est un principe. Merci. Alors, il est 11h50, on a un peu débordé. J'imagine que vous devez y aller. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question avant de passer à la suite? Dans le chat ou en levant la main? Ok, je vous propose, merci beaucoup Sébastien et Sylvain, en tout cas pour votre intervention malgré vos contraintes d'agenda. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, bonne fin de réunion. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et donc maintenant, nous allons donner la parole donc à Luc et à Maud pour qu'ils puissent nous présenter eux leur propre espace de participation. Bonjour à tous, donc Luc Chambol, directeur de Medialis. Je suis accompagné de Maud Reynard, qui est chargée d'insertion à Medialis aussi. Bonjour. Juste un mot sur notre structure. Donc, on est un atelier chantier d'insertion situé sur la métropole de Lyon. C'est 220 agents en insertion qui sont présents et qui sont essentiellement sur les transports en commun de l'agglomération. Donc, comme indiqué tout à l'heure, c'est surtout de l'accueil information, de la gestion de flux, de la médiation dans les transports, notamment beaucoup de médiation avec les scolaires, donc soit en fixe, soit sur des juniors directs, soit sur des trams ou des arrêts particulièrement chargés. Et sur les questions de participation, donc du coup c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a beaucoup de salariés à l'effectif. Alors, on avait des délégués du personnel qui étaient des salariés en transition. On s'est vite rendu compte que le cadre était quand même pas idéal, ce qu'a indiqué Colline de Réfavre tout à l'heure. Bon, le mandat est de toute façon très court puisque nos salariés ont par définition vocation à quitter notre structure et généralement le plus rapidement possible, c'est le mieux pour l'emploi durable. Les questions qui sont posées d'ailleurs sur le CSE ou en tant que délégué du personnel sont quand même relativement normées. Voilà, on peut pas. Et c'est un cadre qui correspond pas toujours aux questions qui sont de fait posées par les salariés. Donc le cadre convient pas toujours non plus à cette expression-là. Et puis on a des formes d'apprentissage qui sont très réduites puisque justement on n'a pas de salariés qui sont installés et du coup qui peuvent transmettre la façon dont on peut intervenir, les objets sur lesquels on peut intervenir en CSE, etc. Donc, sur les délégués du personnel, on voit bien qu'il y a quand même une limite. Peut-être que la commission insertion pourrait venir en soutien justement de cette limite.
Du coup, nous, on a fait plutôt le choix de ce qu'on appelle des démarches participatives au sein de Medialis. Alors, on n'est pas du tout dans la continuité comme ce qui vient d'être expliqué avec des temps réguliers, redondants, tous les 2 mois. On est vraiment sur des démarches qui sont ponctuelles sur un objet particulier. L'idée quand on ouvre une démarche participative, donc c'est quand même plutôt, je dirais, la direction, les permanents qui vont ouvrir une démarche participative. Alors, forcément, c'est en écoutant les salariés en transition, les questions qu'ils peuvent poser, les remontées qu'on peut avoir, les problématiques qui sont soulevées. Mais de fait, c'est quand même bien nous qui avons la maîtrise finalement de l'agenda et du déclenchement de cette démarche participative. Donc, une démarche participative, il y en a avoir grosso modo un par an, un tous les 18 mois. En fait, ça dépend un peu des remontées qu'il va y avoir. Pour donner quelques idées un peu plus précises sur ce qu'on a pu traiter sur cette démarche participative, on a pu évoquer par exemple tout ce qui est coopération entre salariés en transition professionnelle et chargés d'insertion professionnelle. Donc, comment ça s'articule? Qu'est-ce qu'on demande aux uns? Qu'est-ce qu'on demande aux autres? Est-ce que c'est satisfaisant, pas satisfaisant? Comment ça fonctionne? Un peu la même chose avec les encadrants techniques d'insertion. Donc, la relation salarié en transition, encadrant technique d'insertion. On a fait un gros travail sur la question de l'évaluation. Peut-être qu'on s'appuiera un peu plus sur ce travail-là pour nos explications. Donc, avec 2 temps de démarche participative, vraiment centrés sur l'évaluation. Qu'est-ce qu'on évalue, à quel moment, qui, dans quelles circonstances, avec quels outils, comment ça remonte, comment on en rend compte aussi auprès des agents, des salariés en transition. Là, par exemple, en ce moment, il y a une question sur le harcèlement qui nous remonte du terrain, avec un certain nombre de jeunes femmes qui considèrent qu'au départ, elles ont des relations professionnelles avec des collègues, et puis, comme elles ont donné leur numéro de téléphone, il y a des collègues qui se font de plus en plus insistants, etc. On entend des remarques un peu désagréables sur le terrain, des remarques sexistes. Voilà. Donc ça fait écho et on se dit, tiens, il y a peut-être un objet là qu'il faut qu'on travaille et pourquoi pas le travailler à travers une démarche participative qui sera plus productive. Alors, l'objectif de la démarche participative, et après je laisserai la parole à Maud sur la façon dont on construit, qui est présent, comment ça se déroule. L'objectif, c'est vraiment de placer des salariés en insertion avec des CIP, des encadrants techniques, de façon à pouvoir créer un échange, pouvoir analyser une problématique, pouvoir prendre du temps, pouvoir comprendre ce qui se passe, pouvoir avoir un peu les différents points de vue, les différents sons de cloche, les différents ressentis aussi par rapport à une situation. Donc, c'est vraiment une démarche qui se pose à un moment pour comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, comment ça transite entre les uns ou les autres, quelle appréciation en est donnée. On est finalement sur une démarche de compréhension, alors avec un certain nombre de préconisations qui sont faites à la fin, mais on n'est pas dans une démarche qui veut aboutir absolument sur des outils. C'est-à-dire que typiquement sur la question de l'évaluation, au travail d'abord, qu'est-ce qu'on évalue, qui, à quel moment, pourquoi, quels sont nos outils, etc. L'outil d'évaluation qui va être mis en place à la fin, il va effectivement s'appuyer sur tous ces éléments-là. Mais la construction même de l'outil, elle va être faite en dehors de cette démarche participative. C'est souvent assez long, c'est complexe. Voilà, quitte à revenir d'ailleurs sur une deuxième démarche pour valider l'outil qui a été construit. Donc voilà, les objectifs, c'est vraiment une participation de tous, pouvoir échanger dans des bonnes conditions, pouvoir faire sauter un peu justement les rôles qui sont impartis à chacun en tant que CIP, en tant qu'encadrant technique d'insertion, en tant que salarié en transition professionnelle, pour arriver à bien déconstruire des situations, à bien les comprendre et du coup à mettre des réponses en face qui correspondent vraiment aux problématiques qui sont observées.
Alors, sur le détail, je laisse la parole à Maude. Oui, bonjour. Donc oui, je vais reprendre un petit peu en complément ce que Luc Chambol a apporté. Donc moi j'ai participé, la raison pour laquelle c'est moi aussi qui participais à la présentation de cette démarche, c'est que j'étais co-animatrice sur les dernières démarches qu'on a pu mener, et notamment donc, à travers l'illustration de cet exemple là, sur la grille d'évaluation. Je vais un petit peu reprendre les éléments qui nous paraissaient importants à respecter dans la démarche, et puis vous expliquer un petit peu plus concrètement comment ça s'est conduit. Donc de manière, en fait, la première démarche, elle a eu lieu en 2014, historiquement, à Medialis. Elle a été accompagnée par la MRI qui nous a formés, qui a formé les animateurs sur la bonne conduite à tenir voilà, dans le cadre de ces démarches, parce qu'effectivement, on l'a vu, et c'est très important de donner un cadre un peu rassurant, notamment pour les questions de participants qui parfois entretiennent des relations hiérarchiques qui peuvent bloquer la parole, et si on veut vraiment qu'elle soit participative et qu'elle atteigne ses objectifs de libre parole, et voilà, il faut qu'on ait un cadre rassurant. Et puis après, sur la conduite un peu technique, parce que dans notre cadre précisément, c'était important de pouvoir prévoir un agenda conforme qui respecte un petit peu à la fois l'activité et à la fois les objectifs, encore une fois, à conduire. Donc voilà, on a été accompagnés là-dessus. Moi, j'ai été du coup coachée, on va dire, par ma collègue de l'époque qui était responsable opérationnel, qui du coup a proposé, donc on a proposé des choses autour de l'évaluation. La question de l'évaluation, c'était, nous, on évalue les publics qu'on accompagne, hein, les salariés en transition. À la fin de leur premier contrat, on leur propose un temps de bilan. C'est une grille sous laquelle on fait apparaître un petit peu les éléments de retour de terrain qu'on a pu glaner pendant les 9 mois. Ce qu'on constatait aussi, c'est que les agents ne comprenaient pas toujours, étaient un peu surpris des retours qu'on leur faisait, et que ce temps d'échange, normalement, qui participe à construire des objectifs constructifs pour la suite du parcours, était parfois sombré un peu dans des échanges un peu polémiques ou conflictuels sur des incompréhensions de ce qu'on leur demandait, de ce qu'on leur faisait comme retour. Et du coup, on s'est dit, là, il y a peut-être quelque chose à refaire un peu sur l'évaluation. Donc, comment on a procédé ? Alors, nous, c'est important aussi pour nous de le respecter, c'est une libre adhésion. C'est-à-dire qu'il faut qu'on a 220 salariés en transition. L'idée, c'est que les personnes qu'on va intégrer dans ces groupes de travail, en quelque sorte, de démarches participatives qui dureront plusieurs mois, soient des personnes qui sont volontaires, qui se portent volontaires, qui ont des choses à apporter et qui ont envie de participer. L'autre idée importante, c'est qu'on puisse croiser les regards dans ces temps d'échange, et qu'il y ait des salariés en transition, certes, mais qu'il y ait aussi d'autres représentants de l'encadrement avec lesquels on va pouvoir justement échanger, croiser les ressentis, les idées, puisqu'on est aussi sur une démarche dans laquelle on va faire remonter des idées, remonter des ressentis, du vécu, mais aussi essayer de construire quelque chose à visée d'amélioration, quoi. Voilà. On essaye de proposer après des choses qui vont apporter. Et pour ça, il faut que les regards soient croisés. C'est très important pour les participants et pour les salariés en transition aussi. Manifestement, c'était quelque chose d'intéressant. Donc, la forme, en gros, on procédait à une inscription libre, quitte à participer après à un tirage au sort. Donc, les personnes sont prévenues, bien sûr. Et on part sur l'idée de 4 séances à peu près. Qui peuvent, alors là aussi, important, il faut pouvoir se réserver le temps de faire durer cette démarche-là. Si pendant le cadre de ces séances, 4 séances ne suffisent pas, il faut qu'on puisse se dire qu'on va en ajouter. Voilà. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont portés à leur connaissance. Les animateurs doivent aussi respecter une démarche de neutralité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là en tant que responsables opérationnels, CIP, pour s'exprimer sur leurs propres ressentis, leur propre expérience. On est vraiment dans une démarche d'animation. L'animation après de ces séances, ça dure à peu près 2 heures, qui ont une périodicité de 15 jours, tous les 15 jours à peu près, sur 4 à 6 séances, on va dire. L'idée, c'est de proposer des éléments de réflexion, des outils, en gros, de construction, des temps d'activité pour faire émerger un petit peu toutes les idées. Donc, ça, comme le disait Luc tout à l'heure, ça va être, là, par exemple, typiquement, on a eu 4 séances.
La première rencontre, c'était identifier, lister les items opérationnels à évaluer, identifier, lister les items socio-professionnels à évaluer, qui sont évalués à la fin, combien on évalue, comment on évalue, et à la fin, on se réserve un temps pour commencer à réfléchir à la forme de l'outil qui pourrait aboutir de ces rencontres. Voilà, après, il y a des petits éléments, bien sûr, alors, un élément aussi, moi, qui me paraît important à souligner, qui nous tenait à cœur, c'est qu'à la fin de ces cycles de rencontres, il faut qu'il y ait un compte-rendu général à l'équipe, parce que l'idée, c'est vraiment que ça serve l'équipe, la structure, et que les salariés aient vraiment ce sentiment de participer à quelque chose de plus grand, et non pas juste un outil. Il faut qu'il y ait vraiment un moment où, un peu formalisé, où on va exposer un peu les travaux, les différentes étapes, sous forme de photos, sous forme d'outils, des résultats du travail. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre par rapport à la forme? Je crois que ouais, j'ai un peu tout dit. Donc, la durée peut-être des rencontres, c'était 2 heures à peu près, 2 heures, 2h30. Pareil, là aussi, on s'organisait de manière à pouvoir être un petit peu large, avec un temps d'accueil aussi un peu, comment dire, convivial, café, petit gâteau, pour montrer aussi que ce cadre-là, il est particulier et que les relations hiérarchiques habituelles, elles sont un petit peu cassées pour ce temps-là, quoi, et qu'on n'est pas dans un contexte où les personnes sont dans ce type de relation, mais plutôt dans une démarche collaborative. Vraiment très important de rassurer tout le monde là-dessus. Voilà, dynamiser aussi, proposer bien sûr des petits ateliers, des temps un petit peu courts pour que vraiment alterner des temps de réflexion individuelle, collective, des inscriptions de post-it et ça, la mairie nous avait beaucoup aidé là-dessus, mais ça, c'est très important dans le dynamisme en fait de la rencontre. Voilà, faire des comptes rendus, prévoir des temps de comptes rendus aussi entre nous, au niveau de l'organisation dans l'équipe, parce que c'est chronophage aussi, hein, ça prend du temps, c'est quelque chose qui doit être prévu, qui doit être, pour lequel du temps doit être dégagé pour que les intervenants dont je faisais partie aient vraiment un temps approprié pour faire les choses correctement en termes de compte rendu, en termes de proposition, de construction de la prochaine séance, puisque quand même, il faut pouvoir construire quelque chose, une ligne directrice pour que les personnes et les participants sachent un petit peu à quoi s'attendre en venant ici, quoi. Voilà, moi je pense que j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais vous dire sur cette démarche-là. Peut-être Luc qu'on complétera sur certains éléments par rapport à l'évaluation. Oui, alors, il y a quelques éléments sur cette démarche-là. Il faut vraiment partir sur des questions qui sont un peu partagées et qui nous remontent du terrain. Alors, ce n'est pas des questions quotidiennes, toujours très pratiques, mais on sent qu'il y a des tensions. Et à chaque fois, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut le traiter en démarche participative et qu'est-ce que ça pourrait nous apporter? Donc ça fait partie des bonnes pratiques, on va dire, c'est d'avoir un peu cette oreille-là. La démarche, c'est sur 4 à 6 séances, on va dire, donc tous les 15 jours, 3 semaines. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que les salariés puissent être présents. Donc il ne faut pas non plus que ce soit trop long, parce qu'après, on sait bien qu'il y a une PMSMP à droite, il y a des congés à gauche, et que du coup, on perd les salariés et que c'est pas bénéfique. Donc il faut quand même que ce soit suffisamment ramassé dans le temps. Voilà. Et en même temps, laisser quand même du temps entre chaque séance pour pouvoir les préparer, pour pouvoir que aussi les salariés en transition puissent en parler à leurs collègues, ils échangent. Donc ça, c'est aussi important qu'on puisse prendre le temps quand même pour nécessaire. Les réunions, elles sont très cadrées quand même. C'est-à-dire que le rôle de l'animation est fondamental. C'est chronométré. Il y a de l'accueil. Après, c'est telle activité. Après, on passe sur un débrief. On a 5 minutes par personne pour pouvoir s'exprimer tour à tour, etc., etc. Et ça, c'est vraiment important pour pouvoir avancer. Parce qu'il faut éviter impérativement la discussion qui est souvent très intéressante. Les gens aiment bien parler d'un sujet, etc. Mais il faut vraiment conserver quand même cet objectif de pouvoir mettre des choses en commun avec un objectif d'amélioration des situations, d'amélioration des outils, d'amélioration des conditions de travail, etc. Possibilité de participation pour tous, là on l'a dit, hein, donc éventuellement avec tirage au sort si
voilà, s'il y a trop de monde qui se présente, le tirage au sort, ça permet aussi de retenir des personnes qui sont plus discrètes, qui sont voilà, et qu'on ne voit pas forcément tout de suite en participation, mais qui ont autant de choses que les autres, on est bien conscient, à apporter sur ces groupes. Voilà. Après, juste pour finir un peu sur les apports que ça peut avoir. Bon, comme toute démarche participative, les salariés sont très intéressés pour faire partie, pouvoir savoir qu'on les écoute, qu'on comprend ce qu'ils disent. Et quand je dis les salariés, c'est l'ensemble des salariés, ce n'est pas les salariés en transition, c'est les CIP, les ETI qui sont là. Effectivement, il y a un vrai espace, un moment où on peut discuter, échanger, apporter des choses. Donc ça, c'est toujours très, très, très positif. Ça apporte une dynamique quand même qui est vraiment intéressante. Ça permet quand même une connaissance bien plus fine, c'est-à-dire qu'on en est tous convaincus, mais on ne le fait pas toujours, que effectivement le collectif et l'intelligence collective permettent d'apporter quand même des contributions qui sont différentes. On en est tous convaincus. Après, il faut effectivement mettre les moyens en place finalement pour recueillir cette intelligence collective et faire en sorte qu'elle puisse nous apporter quelque chose. Et puis après, c'est vrai ça ouvre du coup sur des relations, des outils, des initiatives, etc., qui sont forcément plus appréciées et mieux intégrées parce qu'elles ont été co-construites. Donc ça, on sait très bien que si on veut aussi amener des changements, des améliorations, il faut pouvoir aussi les justifier. Et c'est bien plus simple quand, effectivement, ça a été construit de façon un peu collégiale et qu'on arrive sur des outils ou des mesures qui sont partagées dès le départ par un ensemble de salariés qui sont mis au quai sur une question. Voilà, on va peut-être laisser, c'est déjà midi 10, donc la parole à d'autres intervenants ou à des questions. En tout cas, on est prêt à y répondre sans problème. Merci beaucoup, Luc et Maude. Effectivement, on va poursuivre ça. Ça amène beaucoup, j'imagine, de questions d'échange. En plus, c'est tout très complémentaire avec l'intervention précédente. Et effectivement, ce que je vous propose, on poursuit donc avec les deux derniers intervenants, donc Damien et puis Cécile par la suite. Et après seulement, on fera le temps d'échange. Ça permet là de tenir plus facilement aussi le timing. Donc, je vais passer la parole à Damien Brunel, donc, de l'association Hub Ventoux, donc Université populaire du Ventoux. Et peut-être démarrer, comme vous voulez, Damien, si vous voulez qu'on démarre par la petite vidéo. Moi, je serai obligé de m'absenter à 12h30, donc je laisserai Maud répondre aux dernières questions. Très bien. Je vous remercie. Donc, Damien Brunel, directeur de l'Université populaire Ventoux à Carpentras. J'ai pensé que ce serait bien de vous montrer un petit film où c'est un salarié qui s'exprime, parce que c'est le meilleur moyen de comprendre ce qu'on fait. Et puis, je vais vous faire travailler. Ce n'était pas prévu. Je vous invite à prendre un papier et un stylo, parce que je me suis dit, en écoutant les collègues, que voilà, vous donner quelques chiffres et les marquer pour suivre la suite, ça allait être pas mal. Alors, d'abord, je vous montre le film, comme ça vous laisse le temps de prendre le papier et le stylo et de vous remettre de la question. Et essayez d'écouter de près parce que le son ne passe pas toujours très bien. De ne pas fermer les portes, de laisser la chance aux gens qui veulent travailler, à ceux qui ont vraiment envie de travailler, ne pas les laisser de côté. Oui, c'est une très belle entreprise, IP Ventoux. J'ai pas trouvé mieux, c'est pas ça, c'est encore mieux que ça. C'est une entreprise qui vous laisse pas tomber, Ils vont aller
C'est super bien organisé. On a confiance en vous. On a confiance en vous. Et c'est ce qui va vous donner, la confiance. C'est pas qui va vous redonner la confiance et enlever le doute que vous aviez, qui vous a bloqué dans le travail, qui vous a mis des embûches. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est compliqué quand même. C'est bon, on peut fermer. Si, il faut le laisser, puisqu'il est plus. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Si ça allait. OK. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que la participation des salariés, pour moi, c'est essentiel dans n'importe quelle entreprise, puisqu'entre autres, pour pouvoir bien travailler, bien, ce sont eux qui vont nous faire évoluer dans le bon sens. Donc, sachant que ce que je vais vous demander, c'est noter 4 choses. En 1, c'est le projet d'entreprise. Chez nous, ce n'est pas compliqué, c'est l'emploi durable pour tous. En 2, c'est quelle organisation on met en place pour arriver à ce projet. En 3, c'est le rôle qu'on a tous pour arriver à cet objectif. Et en 4, c'est les temps de médiation. Donc le 1, c'était le projet, le 2, l'organisation, 3, le rôle, et 4, le temps de médiation. Et donc le temps de médiation, c'est un temps où justement on peut se poser, enfin on doit se poser, et il faut que ces temps existent absolument pour pouvoir justement faire évoluer le rôle, l'organisation et arriver au projet qu'on s'est fixé ensemble. Et donc tous les salariés en contrat d'opportunité chez nous participent à ça. Et ça, c'est le deuxième morceau. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans leur parcours, ils soient toujours force de proposition. Donc ça, ce n'est pas naturel. Et pour y arriver, donc je vais vous demander de noter le temps. Je pense qu'il y a 3 temps donc, que je peux vous évoquer, pour ne pas en faire trop. Il y a le temps d'accueil, le temps où on accueille le salarié. Il y a le temps de régulation officiel, on va dire par secteur. Et après, peut-être quelques mots effectivement sur le CSE où on est arrivé à mettre en place quelque chose, mais enfin, c'est pas mais, c'est on est arrivé à mettre en place quelque chose et je pourrais peut-être vous expliquer comment. Alors, le premier, c'est le temps d'accueil. Donc, le temps d'accueil, c'est le jour où le salarié vient signer son contrat. Et là, déjà, première chose, on vérifie, c'est fixé, hein, c'est tous les premiers du mois. Donc, je sais que 1er janvier, non, mais 2 janvier, 1er février, 1er mars, les salariés arrivent et signent leur contrat. Et ensemble, on vérifie qu'on est bien d'accord sur le projet. Donc, on regarde ensemble si ils sont bienvenus ici pour aller vers l'emploi durable, parce que nous, on est organisé pour ça. Et on leur dit, entre autres, que dans notre organisation, ils sont au cœur du projet. On leur dit, on leur montre. Ils sont au cœur du projet. Et donc, l'objectif, c'est qu'on arrive à cet emploi durable. Et on va leur demander de nous aider à améliorer notre organisation au jour le jour. Et ça, ce n'est pas naturel. Mais par contre, s'ils y arrivent, et ils vont y arriver, ça va devenir du coup pour eux des qualités professionnelles. Donc, comment on arrive à faire évoluer une organisation? Mais il faut être capable, vous le disiez tout à l'heure, de s'exprimer, de participer. Et ça, dès le premier jour, on leur dit qu'on a besoin d'eux là-dessus. Et je leur donne des mots comme participatif ou assertif. Et je leur dis que nous, on est là pour écouter ce qu'ils ont à dire et qu'on va leur demander d'être capable aussi d'exprimer qu'est-ce qu'ils voient et de nous faire des propositions d'amélioration au quotidien. Donc ça marche au quotidien avec un encadrant technique, mais ça marche aussi dans l'accompagnement quand on se retrouve, et notamment quand on fait des bilans, où on leur demande, depuis le début, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux
et que surtout, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas changer? Parce que vous avez trouvé que ça, c'était efficace et vous ne voudriez pas le bouger. Donc, c'est le premier temps d'accueil, c'est déjà fixé qu'il n'y a pas de quiproquo entre nous, qu'on est bien là pour le même projet, qui est d'aller vers l'emploi. Et se dire que nous, on est là pour écouter ce qu'ils ont à dire et qu'entre autres, ils sont là pour faire des propositions. Donc, les mettre dans cette dynamique et le dire clairement le premier jour. Et qu'en fait, on est tous là pour entendre. Ça veut dire que toute l'équipe est aussi dans cette dynamique. Ce qui, à mon avis, une grande compétence professionnelle et qui n'est pas naturel. Voilà. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vous dire que ça ne va pas, que ce qu'on fait, ce n'est pas du bon boulot, il faut être capable de l'entendre, de s'opposer et pas dire tu ne vas pas nous apprendre notre métier. Donc ça, c'est vraiment pas évident, mais par contre, toute l'équipe doit être dans cette dynamique. Et on apprend aussi du coup aux salariés à leur dire qu'on est prêt à faire bouger beaucoup de choses et de la manière dont ils vont exprimer les choses et au moment où ils vont le faire, ça va aussi, du coup, avoir un impact sur la réussite de leur demande. Donc, en fait, en le faisant avec nous, en développant ça avec nous, je leur dis que par la suite, ils pourront continuer à le faire dans les entreprises dans lesquelles ils vont travailler et que ce sera apprécié. C'est-à-dire être capable de s'exprimer et de faire des propositions d'amélioration, ce n'est pas naturel, mais quand on est capable de le faire, forcément que ce sera un plus notable. Donc ça, c'est je vous ai dit quelques mots sur le temps d'accueil où on donne le cadre dans lequel on va bosser et l'objectif vers lequel on va aller et on demande aux salariés d'être participatifs. Voilà. Donc après, le deuxième grand temps dont je pourrais vous parler, c'est un temps de régulation officiel, parce que des temps de régulation, il y en a dans toutes les équipes, il y en a à tous les niveaux, je dirais tous les jours. Il y en a un par secteur d'activité qui se fait toutes les 6 à 8 semaines, où on réunit tous les salariés en contrat d'opportunité, une partie de l'équipe de direction, tous les encadrants techniques, une partie de l'équipe d'accompagnement. Donc ça fait du monde, hein. Donc ça fait une vingtaine, parce que j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus, ça fait une vingtaine à chaque fois de salariés en contrat d'opportunité et je dirais une bonne dizaine d'équipes d'encadrement. Et là, tout le monde, je dis bien tout le monde, s'exprime sur son humeur du jour. Et est-ce qu'il voit justement il s'exprime sur son projet professionnel, où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Et est-ce qu'il a des pistes d'amélioration à proposer dans notre organisation au quotidien. Voilà, donc ça se fait toutes les 6 à 8 semaines et tout le monde s'exprime. C'est-à-dire que moi, je m'exprime, le coordinateur du chantier va s'exprimer et tous les salariés le font. Et vous allez peut-être me dire que, ben oui, ils n'ont pas envie, mais en fait, si, parce que comme on rentre dans cette dynamique et qu'on sait que c'est bienveillant et que, quoi qu'il arrive, on va écouter ce que vous allez à dire, bien ça se fait. Et ça se fait très bien. Et ça, on s'est rendu compte que c'est vraiment un temps, pareil, absolument nécessaire à tous les niveaux. Donc, que ce soit dans les équipes elles-mêmes ou avec les salariés, temps de régulation, c'est à noter. Et après, le troisième temps que je pourrais vous exprimer, il y en a d'autres potentiels, mais le CSE, c'est vrai que vous avez dit que ce n'était pas simple à mettre en place. On a eu une opportunité, c'est qu'on avait des salariés en contrat d'opportunité qui avaient le projet de rester plus longtemps chez nous parce qu'ils avaient le projet de devenir encadrants. On leur a demandé s'ils voulaient, eux, se présenter. Et ils l'ont fait, ils ont été élus. Et on a eu derrière une proposition de formation de mise en place du CSE. Parce qu'on s'est dit que le CSE, c'était une opportunité, mais que ce n'était vraiment pas quelque chose de simple. On savait qu'il y avait des opportunités à en tirer, mais il fallait qu'on soit accompagné. Donc, on a été formés et on a passé 3 jours de formation avec 5 membres élus, dont 2 qui étaient un contrat d'opportunité, et 5 membres de la direction. Et ça a été vraiment hyper formateur. Entre autres, ça a formé un groupe autour d'un projet. On a mieux compris ce que ça voulait dire qu'un CSE. Et entre autres, ce
ce qui s'en est, enfin, là aujourd'hui, en tout cas, le premier travail qui en est sorti, c'est que les salariés en contrat d'opportunité avaient un gros rôle à jouer au niveau de la sécurité. C'est-à-dire qu'ils étaient tous les jours sur le chantier, ils étaient tous les jours en activité. C'est eux qui ont la main à la pâte et c'est pour essayer de leur qu'ils puissent s'exprimer au maximum là-dessus. Parce que je leur ai dit que la sécurité, c'était essentiel dans la mesure où si on pêchait là-dessus, ça pouvait mettre tout le projet en off, quoi. Donc là, ils avaient un rôle important à jouer et que bien sûr, comme c'était eux qui étaient en place, c'est eux qu'il fallait qu'ils s'expriment là-dessus et qu'on trouve aussi les moments de le faire. Donc le CSE a mis en place, en fait, on a été formé là-dessus et du coup, il y a des réunions régulières qui se font et notamment quand il y a un accident du travail, des mises en place de visites sur le chantier où il y a un mélange entre un encadrant au minimum et au minimum un salarié en contrat d'opportunité. Et du coup, là, il y a un rôle essentiel dans l'évolution, quoi. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé. Ouais. Merci beaucoup, Damien. C'était très clair. Merci pour la dynamique de l'introduction, la vidéo et le petit quiz qui est très intéressant. Je vous propose qu'on poursuive du coup avec Cécile de Pleine de Vie. Et puis après, comme ça, on se garde un temps d'échange par rapport à tout ce contenu. Bonjour, donc Cécile Ménager, je suis la directrice de Pleine de Vie dans le Val d'Oise. J'ai l'impression que notre structure est plus petite en termes d'effectifs que les autres qui ont pu parler. Donc nous, il y a 42 personnes, ce qui fait 33 équivalents temps plein et 30 personnes en parcours. Petite structure qui existe quand même depuis 23 ans dans l'espace vert et le maraîchage biologique. Nous, on a mis en place en fait l'ISCT, dès la création en fait, de l'ISCT, donc passage à la convention collective des ACI en 2015, et un petit peu inquiet de cette mise en place, mais en fait on s'est fait accompagner par un intervenant extérieur qui travaillait dans les CHSCT, donc une entreprise, qui a préparé en fait les salariés de tout l'encadrement et de l'insertion à qu'est-ce que c'est que la santé, la sécurité, les conditions de travail. Donc, il y a eu une formation de 2 heures avec un PowerPoint facilement compréhensible avec des images, pas beaucoup de texte, hein, parce qu'on a des salariés, un certain nombre qui ne savent pas lire et écrire. Donc, ça a été présentation des dangers, de l'exposition à ce danger, et quand on les met tous les deux, on arrive à l'accident ou la maladie. Et du coup, après, c'était la présentation de l'ISCT avec n'hésitez pas à devenir élu, à vous présenter pour pouvoir être porte-parole de vos collègues. Et du coup, on a fait un ISCT avec une élection, comme les élections du CSE ou les élections municipales, etc. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient jamais voté, donc qui ne savaient pas comment faire. Donc, on a accompagné toute cette préparation à la candidature, à la présentation de la candidature, à savoir se présenter et savoir ce qu'on veut faire là-dedans, et après au vote. Et on a mis en place donc cette ISCT fin 2015. Depuis, on a des réunions régulières 4 par an, qui sont les réunions proprement dites d'ISCT, et on a mis aussi des réunions de préparation, qui est aussi 4 par an, donc en gros ça fait 8 réunions, avec une réunion où on prépare en fait la réunion, où on réfléchit sur les questionnements qu'on a envie de se poser lors de la réunion, mais on ne résout pas les problèmes, on ne propose pas de solution. Donc la première réunion, ça a été la présentation de l'ISCT, la charte de travail en intérieur, etc. Le respect de ce qui va être dit, des personnes et tout ça, puisqu'il y a des membres de l'encadrement et des membres des salariés en insertion. Et ensuite, quand ça tourne, en fait, on suit ensuite à ces réunions de préparation, on suit aussi ce qui a été préconisé, vu dans les réunions générales de l'ISCT. Et ce qui permet d'avoir un suivi régulier, tous les 1 mois et demi à peu près, de ce qui se fait et ce qui ne s'est pas fait, et qu'est-ce qu'on met en place pour arriver à faire avancer les choses.
Ensuite, ouais, c'est des réunions qui ont lieu à peu près 2 heures, durant 2 heures, on prévoit 2 heures. Et on a décidé, puisqu'il y a des titulaires et des suppléants, que les titulaires et les suppléants puissent venir, parce que sinon on a le droit à 2 titulaires de salariés en insertion et 1 titulaire de l'encadrement, ce qui n'est pas beaucoup. Donc du coup, là, on fait venir aussi les suppléants, ce qui permet d'avoir un petit groupe un peu plus étoffé et que ça soit plus intéressant. Avec le temps, en fait, et vu que les salariés en insertion, il y a un turnover assez régulier, on a décidé, puisque dans l'ISCT c'est possible, c'est pas comme dans un ex-CHSCT là, de récupérer d'autres membres par cooptation. Dès qu'une personne en fait s'en va, on n'est pas obligé de refaire des élections. Donc à chaque fois, on demande aux salariés, soit de l'encadrement, soit de l'insertion, quand un de leurs collègues s'en va, d'aller chercher un autre collègue, de lui proposer qu'il aille lui-même chercher d'autres collègues pour être présenté. Ensuite, on fait une première réunion où il participe et à la fin de la réunion, si la personne est d'accord pour rester, on coopte ou on coopte pas, ça dépend. Voilà. Et du coup, ça permet d'avoir un peu plus de simplicité dans les réunions. Il n'y a pas de vote officiel, mais par cooptation, on arrive à tourner en fait. Sinon, on se retrouverait avec plus personne, on recommence à faire un vote qui est long, compliqué, etc. Et ce qui permet de tourner et d'avoir un fonctionnement assez régulier. Donc, on a 4 salariés en insertion et 2 encadrants. Durant ces réunions-là, on a un petit cadre officiel où on est obligé de suivre un petit peu le cadre de l'ISCT. L'ISCT, c'est quelque chose qui est bien cadré, mais n'importe quelle structure, en fait, pourrait le mettre en place, puisque c'est à la fois officiel par la convention collective, mais ce n'est pas officiel dans le cadre du travail, enfin du code du travail. Donc, on suit les accidents de travail, on analyse ces accidents de travail, on essaye de faire des préconisations pour éviter ces nouveaux accidents de travail, et ensuite, on essaye de voir tout ce qui est pré-accident de travail, enfin qui n'a pas été un accident, mais qui potentiellement un accident de travail. Et ensuite, on avance avec les salariés par rapport à ce qu'eux, ils ont vu sur le terrain, ce qu'ils ont envie d'évoquer et qu'ils considèrent comme étant quelque chose un danger potentiel. Et c'est assez intéressant parce que c'est, bon, pour nous, dans notre petite structure, c'est l'unique lieu en fait d'échange possible entre les salariés, l'encadrement et la direction. Et il y a une crainte au début de venir à une réunion officielle, etc. Et petit à petit, les personnes s'expriment assez facilement et arrivent à exprimer des choses que l'encadrement n'a pas vues, n'a pas voulu voir. Et du coup, ça permet c'est souvent des petites choses, mais c'est important pour les salariés en fait, de pouvoir exprimer ces petites choses-là qui font que leurs conditions de travail vont être améliorées. Par exemple, de la boue à l'entrée des serres. Bon, ben, ça glisse, voilà, ça glisse, tant pis. Et bien non, on a discuté du coup avec l'encadrement pour essayer de voir comment faire, pourquoi il y a cette boue à l'entrée des serres. Et finalement, on a décidé de faire appel à une entreprise d'espace vert qui est venue déposer son BRF. Donc, c'est du bois fragmenté, qu'eux, ils sont obligés de déposer en déchetterie et de payer pour ça. Donc là, il y a une entreprise qui vient, qui est ravie de déposer ça. Du coup, on peut mettre ça partout en hiver sur les chemins et devant les serres et on ne glisse plus en fait. Et l'encadrement pouvait s'être habitué en fait à cette histoire-là et les salariés, il y en a qui se sont fait mal, quoi. Donc, ils sont dans la crainte. Donc, du coup, ça a été abordé, ça a pu être travaillé et finalement, on a trouvé à résoudre ce problème-là. Quelquefois, ça peut mettre 1 an parce que la résolution n'est pas forcément facile. Il y avait un plan de travail, enfin un plan d'accès qui était glissant. Le temps d'acheter les rampes, le temps de les mettre, les rampes, etc. Ça peut prendre du temps. Mais comme on en reparle tous les 1 mois et demi, en gros, on remet à l'ordre du jour ce qui n'a pas été résolu. Et du coup, l'encadrement, la direction doivent pouvoir avancer là-dessus. Quelquefois, c'est les salariés en insertion qui doivent résoudre le problème. Et on ne lâche pas l'affaire tant que le problème n'est pas vraiment résolu. Bon, il y avait des questions sur le bruit. Dans les serres, il y en a qui mettent leur musique à toute force. Et donc, les autres trouvent que c'est gênant dans le cadre de leur travail. Donc, on a pu discuter, on a pu voir que s'ils mettaient une oreillette sur une seule oreillette, parce qu'il faut qu'ils entendent ce qui se passe, leur musique dans leur poche, bon, pourquoi pas, mais pas ouvert à tout le monde, en fait. Voilà, il y a des trucs sur l'hygiène, sur l'éclairage dans un garage, sur
la gestion des outils cassés. En général, on les met de côté puis on les oublie. Après, on n'a plus assez d'outils. Ou alors, c'est dangereux parce que personne ne prévient. Donc, comment on gère en fait ensemble ce problème des outils cassés qu'il faut réparer. Donc, on a créé une caisse et les outils cassés sont mis là. Et on a dit aux salariés qu'il n'y avait pas de gêne et de honte à dire que leur outil était abîmé. Voilà, ça arrive, quoi. On a fait de la prévention incendie puisqu'ils se demandaient avec les extincteurs qu'on avait, en fait, personne ne savait utiliser les extincteurs. Donc, du coup, il y a eu toute une formation, prévention des incendies des salariés, mais de l'ensemble des salariés. Voilà. Ce sont des choses qui ont été mises en place une fois. Maintenant, il va falloir le remettre régulièrement. On a aussi l'avantage d'avoir une personne qui est référente MSA, qui vient chez nous régulièrement lors de ces réunions-là. Alors ça, c'est une chance extraordinaire, hein. Mais du coup, ce partenariat avec la MSA nous a permis, par exemple, de pouvoir aborder le problème du port des charges lourdes. Parce que des salariés trouvaient que c'était les sacs de terreau sont très lourds, quand il pleut, ça glisse, ils peuvent se faire mal. Et du coup, la MSA nous a proposé un exosquelette. Enfin, ils appellent ça un exosquelette, c'est une espèce de lanière en fait, qu'on met sur soi avec des élastiques assez puissants dans le dos et qui fait que quand on se baisse, on prend le sac et quand on se relève, on le fait avec beaucoup plus de facilité, donc ça ne porte pas sur les vertèbres. Donc ça a été essayé, hein, voilà. Maintenant, on espère que la MESA va nous en offrir. On ne connaît pas le prix, pour le moment c'est expérimental, mais c'est intéressant d'avoir pu essayer, d'avoir réfléchi. On a essayé à plein de choses, hein. On a réfléchi à plein d'histoires de diminuer la taille des sacs, mais du coup ça a un coût très important, donc on ne peut pas forcément le faire. Voilà, c'était intéressant et chacun peut s'exprimer et peut oser s'exprimer dans cette réunion-là. Et je trouve que cette expression des salariés en insertion est intéressante parce qu'ils ont un regard différent de celui de l'encadrement. Voilà. Ils n'ont pas peur de dire que ça, c'est gênant, quoi. Voilà. Petit à petit, en fait, ils restent en moyenne, je vais dire 1 an peut-être. Voilà. Donc, ils ont quand même 8 séances de partage. Et ça leur permet de prendre de l'ampleur, en fait. Ils ne sont pas juste là à écouter, à faire, et puis c'est tout. Ils ont un rôle à jouer. Voilà. Ça leur donne une implication différente. Et ça leur donne, alors comme le disait, je crois que c'est Damien, c'est pour le monde d'après, en fait, ça leur donne une force, en fait, d'avoir osé parler à la direction, à l'encadrement, sans peur. Voilà. Et c'est important parce que chez nous, on a beaucoup de gens qui ont l'impression d'être des balances. Du coup, il n'y a pas de remontée si on... Il y a la peur à chaque fois qu'il y ait des remontées. Et là, ce lieu-là est fait pour, sans du tout incriminer personne. C'est la situation qui pose problème, ce n'est pas les personnes. Voilà. Donc, un autre regard, et ce n'est pas forcément des personnes qui sont des balances. Voilà. C'est très fort chez nous, le côté balance. Voilà, on a travaillé aussi le DURP, ce qui a permis aussi de le travailler avec tous les salariés en insertion. Donc, on a fait des séances d'analyse, de travail sur le DURP, d'explication, de compréhension de comment ça fonctionne, pour que chacun ait la vigilance, et là, pas uniquement les membres de l'ISCT, mais que chacun ait la vigilance pour comprendre quelles sont les situations à risque, où est-ce que je dois arrêter, comment je dois absolument avancer sur ma propre sécurité, mais aussi la sécurité des autres. Voilà, on a eu une fois un problème de couteau. Donc, il y a eu une personne qui a sorti son couteau et qui a dit je vais te saigner ou je ne sais pas quoi, là. Et du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit empêcher d'avoir des couteaux? Mais on a besoin de couteaux dans le maraîchage, on a tout le temps besoin de son couteau. Donc, ça a été un problème. Du coup, on a résolu l'histoire dans la gestion des conflits. Donc, prévenir le conflit avant d'en arriver à trop loin. Du coup, il y a une formation au niveau de l'encadrement pour la prévention des conflits et les salariés en insertion ont été formés avec un psychologue sur comment je gère les conflits en interne de mon travail, en interne de ma famille, etc. Donc, ça a été plutôt de la prévention plutôt que d'enlever le couteau. Alors qu'on ne peut pas enlever le couteau, ils ont tous leur couteau.
voilà. Ouais, c'est intéressant. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir avancer sur ces questions-là à pied d'égalité avec tout le monde, en fait. Et moi, en tant que directrice, c'est intéressant de pouvoir avoir accès facilement, en fait, à la réflexion des salariés en insertion. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Pas des questions. Merci beaucoup, Cécile. En plus, effectivement, comme vous disiez au début, c'est important d'avoir des SIE de différentes tailles aussi sur ces questions-là. Et c'était plus des structures un peu plus importantes avant. Donc, c'est vraiment intéressant, vraiment complémentaire. Effectivement, là, n'hésitez pas à… On va prendre le temps, on est un peu en retard, mais ce n'est pas grave si vous pouvez rester un petit peu, d'échanger, de poser des questions. Donc là, je voyais une… Première, donc quelle place pour le syndicalisme pour les salariés en insertion et en particulier revendiquer avec les directions et présidences associatives auprès des pouvoirs publics dont le rôle est fondamental dans l'IAE. Donc ça, je pense que c'est effectivement une question large et transverse aux différentes interventions. Voilà, est-ce qu'il y a des interventions, questions, commentaires? N'hésitez pas à lever la main directement si vous souhaitez vous exprimer oralement, on vous passera la parole. On ouvrira votre micro ou par le chat et je relayerai. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, Karen, il y aura un replay. C'est enregistré, du coup, ce sera en replay. Je n'ai pas parlé des comptes rendus, mais il y a forcément un compte rendu à la fin de chaque séance qui est donné à chaque personne présente avec possibilité de correction s'il y a besoin ou de rajout si jamais ils estiment que tout n'a pas été mis. Et c'est sur ce compte rendu, en fait, que l'on se base pour les réunions de préparation. Effectivement, qui permet d'assurer le suivi. Voilà. Ça revient. C'est vrai que c'est des éléments, enfin, il y a beaucoup d'éléments qui reviennent à travers les différentes interventions autour de l'idée du cadre, comme vous dites, enfin, et là, le compte-rendu qui permet voilà, d'être sur un suivi et d'avancer. Je regarde en même temps les questions. Par rapport à la direction, je dois dire que c'est un travail important parce qu'en fait, il faut que quelqu'un tienne la réunion et il faut que quelqu'un soit moteur pour faire le suivi. Parce que l'encadrement n'a pas forcément envie de faire ce suivi et les salariés en insertion, ils oublient en fait, il y en a qui ne sont pas lecteurs, donc le compte-rendu ne leur est pas utile, mais il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui prenne ça en main, quoi. Je pense que les autres structures pensent la même chose, hein, c'est vraiment, ça ne vient pas naturellement. Hein. On a, oui, Viviane qui souhaite intervenir. Je voulais intervenir sur la question concernant le syndicalisme. Je trouve que c'est vraiment une question qui, pour moi, qui me touche beaucoup. Bon, j'ai une histoire syndicale dans mon ancienne vie et je suis effectivement, d'une part contente que dans la structure que je préside, il y a un CSE qui a été élu sur liste syndicale. J'en suis ravie. Mais le syndicalisme pour les salariés en insertion, moi j'ai l'impression que ça n'existe pas, quoi. En fait, je me demande même si les syndicats s'intéressent à cette question. Je ne suis pas sûre. Et je trouve que c'est quand même pourtant une belle formation, quoi. La formation donnée par les syndicats est une formation où on prend conscience qu'on appartient au monde du travail, enfin qu'il n'y a pas que l'insertion, quoi. En fait, on est dans le monde du travail, on peut revendiquer des choses, on peut demander des choses au-delà de aussi notre petit microcosme. Et ça, c'est quelque chose qui me tracasse. Mais bon, je n'ai pas de solution forcément. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se posent les mêmes questions. Moi, je trouve ça très difficile à gérer pour en parler parce que les personnes sont en insertion et donc toutes centrées sur elles-mêmes en fait et sur leurs projets, sur leurs problématiques professionnelles et administratives. Et du coup, ça serait presque en fin de parcours qu'on pourrait aborder ça avec elles parce que déjà
tout l'environnement qu'il faut qu'ils intègrent après 4-5 ans de chômage ou d'inactivité fait que déjà, ils ont tellement de choses à voir autour d'eux-mêmes qu'ils n'arriveraient même pas enfin, peut-être qu'ils y arriveraient très bien, hein, mais par rapport au public qu'on a en région parisienne, ce sont des personnes qui sont très, très, très éloignées de l'emploi. Même mon encadrement n'est pas syndiqué du tout. Hein. Mais je me pose une question sur est-ce qu'il y a des réflexions qui sont menées au niveau national, oui, plutôt au niveau national, avec des syndicats, par exemple? Non? Je ne sais pas du tout. Dans les réseaux, par exemple à la FAS, au niveau national, il y a des contacts avec des syndicats Alors, je sais qu'il y a des contacts, mais alors plus du coup sur le volet AHI, notamment plus sur le secteur AHI par rapport, notamment, et peut-être Adrien pourra mieux en parler, mais sur les conditions, notamment pour les travailleurs sociaux. Je sais que voilà, on est en lien plus avec les syndicats de ce secteur-là, pas sur le côté IAE. Alors, sur le côté, c'est vrai, IAE, on sait, il y a des difficultés qu'on a abordées sur déjà les salariés en parcours, la nature même de leur contrat, en fait, de contrat court, l'implication, vous en parliez aussi, hein, le principe, c'est d'être dans la SIE pour le moins de temps possible et pour rebondir, mais il y a quand même cet enjeu, et c'est bien ressorti dans les interventions, aussi de former et de consolider, Cécile, vous disiez, de donner de la force aussi pour la sortie en emploi, et je veux dire, la vie salariale, après, c'est tout au long, c'est après la SIAE et tout, avant, souvent aussi, hein, mais ça continue après dans les expériences à venir en entreprise. Donc, ou en tout cas, moi, de mon expérience aussi en SIAE, il y a un enjeu à accompagner les salariés sur en fait, les droits et devoirs, mais notamment les droits en tant que salariés qui pourront exercer, revendiquer chez leurs futurs employeurs. Il y a cette dimension-là. Après, pour répondre, Viviane, non, il n'y a pas de discussion particulière. Après, c'est vrai qu'aussi, les SIE, il y a cette particularité d'être sur des secteurs d'activité divers et donc rattachés à des conventions collectives diverses, voire pas de convention aussi. Hein. Mais c'est vrai que ça, c'est une particularité qu'il y a aussi. Hein. Là, on évoquait l'ISCT, c'est dans le cadre de la convention collective chantier d'insertion, du Cinési, voilà, mais tous les ACI, toutes les SIE ne sont pas rattachés forcément aux mêmes conventions collectives. Donc, c'est vrai que du coup, on va être dans des disparités. En tout cas, non, il n'y a pas. Par contre, c'est vrai que là, cette question, en tout cas, là, c'était un peu une première fois aujourd'hui autour de la question de la participation, du dialogue social en SIE. Voilà, on est bien là dans une dynamique. J'évoquais en début d'atelier la loi inclusion avec cette expérimentation ouverte. Donc, je pense que là, ça sera intéressant déjà par rapport à tous les échanges qu'il y a pu y avoir, qu'on arrive un petit peu à capitaliser, qu'on reprenne aussi avec à la fois les différentes fédérations régionales dans les commissions emploi, avec les adhérents, avec le GAN emploi aussi, donc le groupe de travail qu'on a au national, suivre aussi cette expérimentation, capitaliser un petit peu avec tous les échanges qu'il y a pu y avoir aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment une thématique à faire évoluer, notamment au sein de la FAS. Enfin, en tout cas, là, je me permets que pour le siège, il y a aussi des choses qui se font au niveau des fédérations régionales. Et des fois en interréseau, avec aussi au sein d'autres réseaux IAE et en interréseau avec qui on travaille aussi. Mais sujet, effectivement, à creuser. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir voilà, questions, commentaires? On est un petit peu en retard, mais on peut prendre encore quelques minutes. N'hésitez pas à lever la main ou dans le chat. Tout le monde a faim. On peut aussi clore s'il n'y a plus d'intervention. À ce moment-là, je vous propose qu'on conclue. Voilà, moi, comme je vous disais, côté FAS, peut-être Sophie, si tu veux un tout petit peu compléter par rapport à ta thématique, puis Adrien pour le mot de la fin. Avec plaisir. Je me permets de faire là quand même quelques petits éléments qui sont ressortis de façon commune à vos témoignages pour la mise en place de ces espaces de discussion. C'est que ça peut être à la fois des éléments réguliers ou simplement des sessions mises en place sur des objectifs précis. Néanmoins, les points communs, c'est que certains d'entre vous ont quand même été accompagnés soit par une formation, soit par une aide extérieure pour bien apprendre à cadrer ces moments
en instaurant un cadre effectivement qui se veut convivial, où chacun a la même voix qu'un ou qu'une autre. Il faut que ce soit vraiment des moments de co-construction et pas seulement d'expression, où l'action doit être présente, l'action doit être suivie, donc avec le rôle très important de la direction pour s'assurer que ce qui a été décidé est vraiment mis en œuvre et puis garder aussi une motivation à ces éléments. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, compte rendu, suivi des actions, ça c'est quand même l'élément important pour que ça continue à fonctionner. Pour le mettre en lien avec le sujet de la qualité de vie au travail, donc moi je m'occupe de la qualité de vie au travail dans le réseau, donc c'est un sujet que l'on a pris effectivement en considération assez récemment, et on a défini un programme d'action que l'on teste sur cette année 2021, et donc 2 régions vont bénéficier de plusieurs actions de formation, une sur la prévention des risques psychosociaux, une autre sur la mise en œuvre de démarches de qualité de vie au travail, et puis une autre sur l'accompagnement à la dynamique collective dans sa structure, donc avec un aspect effectivement de management plus collaboratif, avec un fil directeur sur les espaces de discussion, donc des lieux vraiment où on parle du travail pour améliorer l'organisation, l'intégration, etc. Et en parallèle, il va y avoir des groupes d'échange de pratiques entre dirigeants et dirigeantes de SIAE. L'objectif, c'est de trouver un groupe avec des pairs pour monter en compétences et puis discuter sur des problématiques qu'on a en commun et les accompagner aussi aux méthodes d'intelligence collective. Voilà. Donc ça démarre, je pense, à la rentrée. Ça sera un premier galop d'essai, si je puis dire, mais ensuite, on a bien l'intention de le faire perdurer dans d'autres régions et ça nous permettra aussi de tester le premier programme qu'on a construit. Et parallèlement à ça, des fiches pratiques qui sont en construction, qui vont bientôt sortir sur l'importance du livret d'accueil, du règlement intérieur, une petite fiche sur le CSE qui avait été demandée par un groupe de travail qui avait été monté en amont, bien sûr, pour voir ce dont vous aviez besoin sur ces thématiques. En complément du côté sur la thématique particulière travail social participation, enfin, surtout participation, moi j'ai noté qu'il y avait différents enjeux qui pouvaient peut-être nous amener à travailler ensemble sur un peu le temps qui vient. Je crois qu'il y a un vrai sujet autour de la représentation des salariés en insertion, même au-delà de leurs établissements à proprement parler. Je pense qu'on a un réseau, notamment celui des conseils régionaux des personnes accueillies accompagnées ou conseils nationaux des personnes accueillies accompagnées, où ce serait intéressant qu'on réfléchisse aux manières dont on peut aller davantage vers les salariés en insertion. Aujourd'hui, ils sont assez peu présents dans ces espaces-là et je pense que ce serait vraiment intéressant que leur point de vue soit aussi entendu. Après, vous avez pas mal parlé d'intelligence collective, de méthodes participatives et je pense que c'est des choses sur lesquelles aussi on peut, en lien peut-être avec le travail que tu mènes, réfléchir à la manière dont on permet un peu aux démarches qui sont menées par la phase nationale sur ces sujets-là, d'intégrer un peu davantage les SIAE aussi. Donc voilà, ça nous fait un ensemble de choses à continuer de faire avancer, peut-être au cours de l'année qui vient. Et puis voilà, moi pour ma part, j'ai trouvé vraiment intéressant les sujets que vous avez chacun et chacune évoqués. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer à développer là-dessus et de réfléchir éventuellement sur des projets de travail en commun sur ce volet. Les ateliers, ça continue. Il y en a encore les 2 derniers qui auront lieu demain sur la question du travail pair. Et je sais qu'il y a certains SIAE qui travaillent aussi cette question-là de la pair aidance et du travail pair dans certains cadres. Et on en aura un autre sur la question de la gouvernance qui aura lieu aussi en deuxième partie de matinée vendredi sur la question de la participation des personnes accompagnées à la gouvernance, qui est aussi un sujet qui peut intéresser les SIAE en particulier. Voilà, moi je vous remercie beaucoup et pour ma part, je vous dis à bientôt et à suivre sur ces sujets. Merci et puis merci beaucoup aux intervenants et intervenantes surtout, et puis Adrien et puis Sylvia qui est à la technique. Voilà, merci tout le monde, beaucoup. bonne journée et à bientôt.